السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نواصل قراءة كتاب Les sociétés et leur école en prise du diplôme et cohésion sociale من تأليف كل من فرانسوا دوبي، ماري دوروبيلا، أنطوان فيروتو. سأواصل القراءة باللغة الفرنسية بطبيعة الحال، وسوف تتاح إن شاء الله فرصة لكي أشرح محتويات الكتاب أو بعض محتوياته باللغة العربية. Troisième chapitre, caractériser les systèmes éducatifs. Les comparaisons des systèmes éducatifs se sont multipliées. Elles tiennent compte du niveau moyen et des inégalités des performances des élèves, notamment sur la base des enquêtes PISA. L'enquête PISA, c'est le programme for International Student Assessment, PISA. Elle mesure aussi la rentabilité du diplôme dans les diverses sociétés. Souvent, voir les nombreux rapports de l'OCDE publiés à partir des données PISA depuis 2000, notamment les Tracy Skills for the World of Tomorrow, Paris, OCDE 2003. On pourra également se reporter à la bibliographie de Andy Green, John Britson, Jan Matt, Education, Equality and Social Cohesion, ou encore de Nathalie Mann, les nouvelles politiques éducatives. La France fit-elle les bons choix? Alors, souvent, ces enquêtes croisent toutes ces données avec les types d'organisation des systèmes scolaires, leur degré de centralisation, les formes de sélection, la hiérarchie des établissements. Souvent, ces enquêtes croisent toutes ces données avec les types d'organisation des systèmes scolaires, leur degré de centralisation, les formes de sélection, la hiérarchie des établissements. En revanche, les travaux comparant systématiquement les dimensions culturelles des systèmes éducatifs sont bien plus rares. Il s'agit alors de recherches historiques ou anthropologiques comparant des cultures éducatives de 2 ou 3 pays. Il est vrai que les données relatives aux attitudes subjectives des élèves et des enseignants sont plus clairsemées et par nature moins faciles à appréhender et à quantifier que celles qui mesurent les taux de scolarisation, les compétences et les inégalités. Pourtant, ces dimensions ne peuvent pas être ignorées. Il faut rappeler que l'école socialiste éduque et promeut des valeurs et des attitudes à travers des styles éducatifs qui ne se réduisent pas à leur seule manière d'instruire et de classer les élèves. Deux systèmes scolaires identiques du point de vue de leur structure, de leur performance et de leur hiérarchie peuvent être profondément différents en matière de leurs relations pédagogiques, de comportement attendu des élèves, de relations dans les classes. Par exemple, chacun sait bien que la France et le Royaume-Uni ne se distinguent pas seulement par l'organisation de leur système scolaire, mais plus nettement peut-être par la manière dont ils conçoivent l'éducation, la discipline, les apprentissages. C'est pour cette raison que de la même manière que nous avons caractérisé les sociétés, nous essayerons de définir les systèmes scolaires en croisant les variables relevant de l'intégration avec les variables relevant de la cohésion, avant d'examiner si, dans les pays étudiés, il existe une correspondance étroite entre les caractéristiques des sociétés et les caractéristiques de leur école. Les capacités d'intégration des systèmes scolaires. Les niveaux de scolarisation. Nous avons considéré qu'un des meilleurs indicateurs de l'intégration des sociétés était donné par le faible taux de chômage et le dynamisme du marché du travail. Si l'on raisonne sur l'école, les meilleurs indicateurs de l'intégration sont le taux de scolarisation aux divers niveaux du système scolaire et le niveau académique acquis par les élèves. Pour le dire simplement, une école est d'autant plus intégratrice qu'elle enrôle beaucoup d'élèves et que ceux-ci acquièrent des connaissances considérées comme élémentaires et utiles. Concernant les acquis des élèves, nous avons construit une variable globale
agrégeons les performances observées chez les jeunes de 15 ans dans les dernières enquêtes PISA. Les enquêtes PISA, ce sont des enquêtes internationales dans plusieurs champs disciplinaires. Langue maternelle dans PISA 2000, maths dans PISA 2003, sciences dans PISA 2006. Pour la plupart des indicateurs, nous avons agrégé les valeurs observées dans les enquêtes de 2000, 2003, 2006 pour obtenir des chiffres plus fiables au-delà des variations inévitables d'une enquête à l'autre, dues entre autres à la qualité des échantillons. Concernant la scolarisation, tous âges confondus, nous avons finalement retenu parce que cet indicateur était l'un des plus discriminants dans l'échantillon de pays riches considérés. Le pourcentage d'adultes ayant atteint au moins le secondaire long, on peut sans doute juger qu'il lui était plus pertinent de cibler un indicateur concernant spécifiquement les jeunes adultes, mais le classement des pays allant du pourcentage de jeunes de 20-24 ans non scolarisés et sans diplôme s'avère très corrélé. 0,774 au taux d'accès au second cycle long au plus dans l'ensemble de la population. Il est donc possible de s'en tenir à deux indicateurs simples. Deux indicateurs simples, le taux de scolarisation au niveau secondaire long et le niveau moyen des élèves âgés de 15 ans. Le graphique 6 montre que le taux d'adultes ayant accédé au second cycle secondaire long et le niveau moyen des élèves aux épreuves PISA sont corrélés, plus de 0,518. Plus la scolarité est longue et ouverte au plus grand nombre, plus les connaissances des élèves de 15 ans sont élevées. Au niveau des individus, c'est un truisme. Plus on va à l'école, plus on apprend et plus on sait. Mais cette loi pourrait sembler moins évidente quand on considère l'ensemble d'une population, la thèse selon laquelle la massification de l'école se paierait par la baisse du niveau des acquis est aussi vieille que l'école elle-même et elle bénéficie d'un regain de popularité dans la France d'aujourd'hui. Après bien d'autres, nous confirmons que c'est le contraire qui est vrai. Le niveau de l'ensemble est d'autant mieux et d'autant meilleur que le vivier scolaire est large, sachant qu'il ne s'agit bien sûr que d'une corrélation partielle, car le niveau des acquis peut aussi tenir à d'autres causes qu'à la seule école. Il peut notamment s'élever avec la richesse des pays, tant il est vrai que les pays situés en haut à droite du graphique sont plus riches que ceux situés en bas et à gauche. Donc voilà, nous avons un graphique du pourcentage d'adultes ayant atteint le niveau secondaire long et le score moyen des jeunes de 15 ans dans PISA, les enquêtes PISA 2000, de 2000, 2003 et 2006. Alors, le taux d'accès au deuxième cycle secondaire et au-delà, adulte. Donc, nous avons ici par exemple la Finlande. Ils ont un taux d'accès élevé au niveau secondaire long et en même temps, ils ont des moyens élevés. Un score élevé pour les jeunes de 15 ans dans les enquêtes PISA. La Finlande, c'est le premier pays. Le Portugal est un pays où on voit qu'il y a un pourcentage faible des élèves ayant atteint le niveau secondaire long et en même temps, les scores sont faibles des jeunes de 15 ans dans les enquêtes PISA. On peut aussi imaginer que quand les adultes sont instruits, grâce à une scolarisation secondaire de masse plus ancienne, ceci favorise les acquis des jeunes. Et de fait, les indicateurs de niveau d'instruction des jeunes dans les pays européens présentent une relation statistique étroite avec ceux de leurs aînés.
Les jeunes auraient donc d'autant plus de chances de bénéficier de l'allongement de la scolarité que celle-ci a déjà bénéficié à leurs parents. Voilà, donc là, quand par exemple les parents ont déjà bénéficié de ce qu'on appelle la scolarité longue, leurs enfants ont plus de chances à avoir une scolarité longue. Bien que, en moyenne, le niveau des acquis scolaires des jeunes augmente avec le taux d'accès à l'enseignement secondaire des adultes. Donc, bien que, en moyenne, le niveau des acquis scolaires des jeunes augmente avec le taux d'accès à l'enseignement secondaire des adultes, cette loi générale admet de nombreux écarts. Si l'on trace une diagonale allant du Portugal à la Suisse, on s'aperçoit aisément que certains pays ont de meilleurs élèves que ce que se poserait leur seul taux de scolarisation dans le secondaire. Corée par exemple, la Corée, Finlande, Pays-Bas, Australie. On voit aussi que d'autres pays ont de moins bons élèves, les États-Unis, Slovaquie et Luxembourg, que ce qui serait attendu par leur taux de scolarisation. Voilà. Donc, par exemple, les États-Unis, la Slovaquie, le Luxembourg, il y a un taux de scolarisation fort, mais ils ont ils sont moins bons concernant les résultats des enquêtes PISA. La France, elle, se tient dans une honnête moyenne. La France, on va dire, elle a un résultat moyen. Contre les tentations du benchmarking, à prendre les données pour argent comptant, il ne faut pas accorder aux corrélations globales plus d'importance qu'elles ne n'ont. Les analyses de l'OCDE montrent qu'un dixième seulement de la variation des performances des élèves aux épreuves PISA tient spécifiquement au pays d'appartenance, alors que les 9 dixièmes s'expliquent par leurs caractéristiques personnelles. Donc, selon les analyses de l'OCDE, juste un dixième, ça veut dire 10%, seulement de la variation de performance des élèves aux épreuves, tient spécifiquement au pays. Mais, ça veut dire 90% s'explique par les caractéristiques personnelles des élèves. Mais il n'en demeure pas moins que ces variations entre pays sont intéressantes en elles-mêmes. Elles peuvent tenir à une multitude. Bon, quand on dit que 90%, c'est en fait lié aux caractéristiques personnelles des élèves, là on va peut-être parler de la famille, d'autres choses en fait, qui jouent là-dessus pour donner ces résultats. Mais il n'en demeure pas moins que ces variations entre pays sont intéressantes en elles-mêmes. Elles peuvent tenir à une multitude de causes, comme l'organisation du système scolaire, au niveau du secondaire, mais aussi en amont. L'efficacité des pratiques pédagogiques, les moments de la sélection, l'investissement de la société dans les études et aussi l'ancienneté des politiques de scolarisation de masse qui ont affecté les parents d'élèves dont on mesure les performances et qui, à leur tour, vont bien sûr affecter les performances de leurs enfants. Il reste que le lien global entre le taux de scolarisation et le niveau des élèves permet de construire un indicateur unique d'intégration et de dynamisme du système scolaire, variable synthétique homologue à la variable dynamisme du marché du travail caractérisant les sociétés. Les inégalités éducatives. De la même façon que nous avons caractérisé l'intégration des sociétés en croisant le dynamisme du marché du travail avec les inégalités sociales, nous pouvons caractériser les systèmes scolaires en croisant les niveaux de scolarisation, le niveau des acquis et le taux de scolarisation avec les inégalités scolaires. On conçoit aisément qu'un système scolaire soit d'autant plus intégré qu'il accueille beaucoup d'élèves pour les conduire vers un haut niveau d'acquisition sans créer pour autant de profondes inégalités entre eux. Un système scolaire qui produirait une élite savante et une masse ignorante serait tenu pour moins intégré qu'un système qui aurait un niveau moyen comparable sans créer de tels écarts.
Pour appréhender les inégalités d'acquis, nous nous sommes fondés sur la dispersion des scores des élèves autour de la moyenne en tenant compte des différentes disciplines et des enquêtes successives. Cet indicateur s'avère fortement corrélé. Corrélation de 0,411 significative avec le poids de l'origine sociale sur les performances. Plus les écarts de performance sont élevés dans un pays, plus l'origine sociale des élèves y joue un rôle déterminant. Une présentation et une discussion de l'indicateur retenu pour évaluer l'influence du milieu social sur les performances sont présentées dans l'annexe 1. Les inégalités sociales des résultats des élèves n'étant pas plus marquées en langue maternelle qu'en mathématiques, nous avons donc choisi de ne retenir que l'indicateur construit avec les données 2003 en mathématiques. Les inégalités en mathématiques et en langue maternelle sont très fortement corrélées. Le graphique 7 sur les inégalités entre élèves et les inégalités sociales se lit simplement. Plus les inégalités de performance sont faibles, plus l'influence de l'origine sociale des élèves sur leur performance est elle aussi faible. Réciproquement, plus les performances scolaires des élèves sont inégales, plus l'origine sociale des élèves détermine ces inégalités. Cette loi est solide que les pays n'ont guère de marge de variation. Quand les performances des élèves sont relativement égales, les inégalités sociales sont elles aussi relativement faibles. Par conséquent, ce sont les pays les plus égalitaires, comme la Finlande, qui ont les plus faibles écarts d'acquis. Ces inégalités scolaires découlent, elles seulement, des inégalités sociales. Ces inégalités scolaires découlent-elles seulement des inégalités sociales comme on le pense spontanément? Ce n'est pas si évident. En effet, l'école est bien plus égalitaire au Canada qu'elle ne l'est aux États-Unis, alors que nous avons vu dans le chapitre précédent que les structures sociales des deux pays se ressemblent. De la même manière, alors que la France est plus égalitaire que l'Irlande, les inégalités de performance entre les élèves sont plus fortes et l'influence du statut social des parents sur les acquis de leurs enfants y est aussi plus prononcée. Il ressort de cette lecture toute simple que les systèmes scolaires ne se bornent pas à refléter les inégalités sociales, mais qu'ils les modèlent de manière spécifique. Si reproduction il y a toujours, mieux vaut être enfant de riches cultivés que de pauvres ignorants. Celle-ci se déploie dans des marges sensiblement élastiques. Au sein de sociétés relativement identiques, toutes les écoles ne se valent pas en matière d'inégalité. Certaines accentuent les inégalités scolaires, alors que d'autres en limitent la portée. En définitive, ces analyses confirment le fait que les inégalités scolaires sont largement influencées par les inégalités sociales situées en amont de l'école. Mais ce mécanisme de reproduction est d'ampleur variable. Les systèmes scolaires ont la capacité de réduire ou d'accentuer les inégalités sociales auxquelles ils sont confrontés. Le fait que les inégalités entre les élèves et le poids des inégalités sociales, le fait que les inégalités entre les élèves et le poids des inégalités sociales sur les performances soient fortement corrélés a permis à la création d'une variable unique appelée inégalité scolaire. Mais elle ne concerne que les élèves. Nous aurions aimé tenir compte des inégalités d'acquis parmi les adultes. Ceci était susceptible de donner une meilleure image des inégalités culturelles et surtout pouvait permettre de savoir dans quelle mesure les inégalités entre les adultes tiennent à la seule éducation scolaire. En effet, il n'est pas interdit de s'instruire en dehors de l'école et après le temps consacré aux études. Pourtant, nous avons dû en rester aux seules inégalités d'acquis entre les élèves,
car les indicateurs sont extrêmement rares concernant les inégalités éducatives chez les adultes. Les données utilisées sont présentées dans l'annexe 1. Toutefois, en utilisant les données disponibles, nous avons constaté une absence totale de corrélation, 0,001, entre les inégalités de niveau culturel entre adultes et les inégalités d'acquis entre élèves. Ceci signifie que certains pays ont des adultes culturellement plus égaux que leurs élèves, en Allemagne par exemple, alors que d'autres, comme les États-Unis, ont des adultes culturellement moins égaux que leurs élèves. La France ne fournit pas de données en la matière. On peut se demander si le cours de la vie sociale, on peut se demander si le cours de la vie sociale et professionnelle rend les adultes. On peut se demander si le cours de la vie sociale et professionnelle rend les adultes culturellement plus inégaux. On peut se demander si le cours de la vie sociale et professionnelle rend les adultes culturellement plus inégaux ou plus égaux qu'ils ne l'étaient sur les bancs de l'école. Ce qui serait la clé du particularisme allemand, où l'égalité devant la formation continue réduirait les inégalités de niveau culturel des adultes. Nos explorations croisant ces inégalités entre les adultes avec un indicateur des inégalités d'accès à la formation continue montre qu'il existe une corrélation de ce type, mais qu'elle est loin d'être parfaite. Il est donc probable que la formation continue n'affecte qu'à la marge les inégalités de niveau culturel entre adultes dans un grand nombre de pays. La seule formule que l'on pourrait avancer très prudemment souligne que des taux de scolarisation élevés diminuent les écarts de niveau culturel entre adultes. Corrélation moins de 0,403, mais avec tellement d'exceptions que ce n'est certainement pas une règle. Intégration scolaire et inégalité scolaire. On pourrait imaginer que plus les systèmes scolaires sont intégrateurs, plus ils scolarisent beaucoup et longtemps, moins ils sont inégalitaires. Mais on pourrait aussi penser que l'allongement des études, gage de performance économique, creuse les écarts avec tous ceux qui n'y parviennent pas. En réalité, et le graphique suivant le démontre, il n'y a pas de lien stable entre l'intégration éducative, mesurée par le niveau de scolarisation, et le niveau des acquis et les inégalités scolaires. Situé sur une ligne allant de la Finlande à la Suède en passant par la Corée et le Japon et se prolongeant jusqu'à l'Autriche et la Norvège. Donc le graphique 8, les inégalités entre élèves, inégalités scolaires. Donc là, on voit, par exemple, les inégalités scolaires et l'intégration scolaire. Par exemple, il y a des pays où on voit que l'intégration scolaire est forte, comme la Finlande, et les inégalités scolaires sont faibles. Par contre, il y a des pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, il y a en fait des inégalités scolaires fortes et intégration scolaire aussi forte. Donc, sur l'ensemble des systèmes scolaires intégrateurs, au sens défini ici, on peut déceler une légère relation avec l'ampleur des inégalités. Plus le système scolarise et forme, plus tendanciellement les inégalités sont modérées. On sait aussi que les pays où le niveau moyen des performances est élevé ont par ailleurs les élèves plutôt moins inégaux. Le Japon, la Corée, Canada, Finlande, la Suède. On peut donc considérer que les systèmes qui scolarisent beaucoup d'élèves longtemps sont plutôt favorables au niveau
à l'égalité des élèves. Ce qui atténue cette relation, c'est ici un petit groupe de pays. L'Espagne, la Grèce, l'Italie, la Pologne et le Portugal, qui ont des taux de scolarisation et de performance plutôt faibles associés à des inégalités scolaires, elles aussi relativement faibles. Mais d'autres pays de la France, Belgique, en passant par les États-Unis et le Royaume-Uni, ont un niveau de scolarisation et de performance relativement élevé associé à de grandes inégalités scolaires. Il reste que, contrairement à une croyance un peu optimiste, s'il suffit d'ouvrir l'école pour que, globalement, le niveau monte, comme le suggère la corrélation positive entre le taux de scolarisation et performance des élèves, ceci ne suffit certainement pas à réduire parallèlement les inégalités scolaires, qu'elles soient mesurées en termes d'écart de performance ou en termes d'influence de l'origine sociale sur ces performances, tant que la France est dans cette situation, comme le savent bien des spécialistes quand ils soulignent que l'école n'est efficace que pour une partie des élèves. Les rapports successifs de l'OCDE, par exemple l'OCDE 2003, et récemment Christian Baudelet et Roger Stablet, l'élitisme républicain, soulignent ainsi que les élèves français de 15 ans sans retard scolaire présentent des acquis très bons, dépassant le niveau moyen des élèves des pays les mieux classés. Ce sont les élèves en retard qui tirent les performances françaises vers le bas. Le graphique 8 conduit donc à distinguer 4 ensembles de pays. Voilà. Un premier groupe associe une scolarisation et des performances élevées, donc un niveau d'intégration élevé, à de faibles inégalités scolaires. Il comprend le Canada, la Corée, la Finlande et le Japon. Un deuxième groupe se caractérise par une scolarisation des performances élevées, ce que nous avons appelé ici un niveau d'intégration fort, associé à des inégalités scolaires moyennes. Australie, Autriche, Danemark, Norvège, Irlande, Pays-Bas, Suède, Suisse, Tchéquie, Slovaquie et France. Un troisième groupe combine une scolarisation et des performances, elles aussi élevées, donc un fort niveau d'intégration, avec de grandes inégalités, Allemagne, Belgique, Hongrie, Royaume-Uni, États-Unis et Nouvelle-Zélande. Un dernier ensemble est caractérisé par une scolarisation et des performances faibles, donc par un niveau faible d'intégration, mais ce niveau est associé à des inégalités moyennes ou faibles en Italie, au Luxembourg, en Pologne, au Portugal, en Grèce et en Espagne. On doit encore une fois inviter à la prudence, car les pays qui sont l'unité de compte de notre analyse ne sont pas forcément homogènes. Par exemple, si l'Espagne a un score PISA 2006 en mathématiques de 488, la région de la Rioja a un score de 526, proche de celui de la Finlande, et l'Andalousie de 473. Cette classification typologie dont on peut discuter des contours démontre que le taux de scolarisation n'est pas, comme tel, un facteur de réduction des inégalités scolaires. S'il est généralement associé à l'élévation du niveau moyen des élèves, il ne suffit ni à réduire les écarts de performance entre eux, ni à limiter l'influence du milieu social sur leurs acquis. Il ne suffit donc pas d'ouvrir l'école pour la rendre plus juste. Nous verrons que tout dépend de la manière dont l'école s'ouvre. Est organisé ce que l'on est fait et de ce que les sociétés en l'attendent. La cohésion scolaire. La plupart des comparaisons internationales portent
essentiellement sur les performances académiques des élèves. La plupart des comparaisons internationales portent essentiellement sur les performances académiques des élèves, leur niveau et leur inégalité. Mais si l'on s'intéresse à la cohésion sociale, il faut se tourner vers les attitudes et les valeurs que l'école développe chez les élèves. Mesure de la cohésion scolaire. Sur cette question, les enquêtes PISA apportent des données originales en interrogeant les élèves sur certains aspects de leur expérience scolaire. À leur demande, par exemple, s'il est utile et de bon de travailler avec les autres, afin de mesurer leur esprit de coopération. Ces enquêtes demandent aussi aux élèves s'ils ont confiance dans l'école et s'ils pensent qu'elle leur est utile pour occuper un emploi et plus simplement pour conduire leur vie. D'autres questions essaient de appréhender le bien-être des élèves, le fait qu'ils se sentent étrangers ou chez eux à l'école. Elle les interroge aussi sur leur perception des enseignants. Ont-ils confiance en eux? Pensent-ils qu'ils sont là pour les aider? Leur permettent-ils d'exprimer leurs idées? Expliquent-ils afin que chacun comprenne? Après avoir calculé la moyenne des réponses sur deux cycles d'enquête PISA, en 2003 et en 2000 et en 2003, afin de stabiliser des mesures subjectives dont la fiabilité peut être jugée incertaine, nous avons regroupé les attitudes des élèves autour de 5 grands thèmes qui tous déclinent les dimensions de la confiance que peuvent avoir les élèves dans l'école, dans les enseignants, dans leurs camarades et en eux-mêmes. Ces 5 groupes de variables sont corrélés entre eux, ce qui semble révéler des climats éducatifs véritablement différents dans les divers pays étudiés. On doit cependant rappeler qu'il s'agit là de données moyennes par pays et que les individus ou les établissements qui les composent peuvent être très à l'écart de ces moyennes qui suggèrent simplement un climat éducatif général. Chacun de nous sait bien que le même système scolaire compte des établissements paisibles et d'autres qui le sont sensiblement moins. Chacun sait bien aussi que chaque classe et chaque élève ont une perception singulière de l'école. La tonalité moyenne du climat scolaire de chaque pays reste donc une approximation que l'on doit tenir pour telle. Il reste qu'il existe des corrélations positives significatives. Annexe 2, tableau 15. Entre la confiance vis-à-vis des enseignants et le plaisir de travailler avec les autres, ainsi qu'avec le sentiment d'appartenance à l'institution. Le fait d'avoir confiance dans ses camarades est associé à des attitudes favorables envers le travail en groupe. Ces attitudes tiennent aussi au sentiment d'appartenance à l'institution et plus encore à la croyance dans l'utilité de l'école. Il y a donc bien un ensemble d'attitudes positives liées entre elles qui vont de l'utilité de l'école à la confiance dans ses enseignants et dans ses amis de classe. Ceci signifie qu'il existe des systèmes scolaires qui produisent un niveau élevé de cohésion et de confiance, et donc qu'il en existe d'autres où c'est moins vrai. De la même manière, au sein de chaque pays, très isolément, les scores aux différentes dimensions de la cohésion scolaire présentent un profil spécifique. Le tableau 3 indique les valeurs des différentes variables dans les pays de l'échantillon. On voit ici le tableau. Avant de lire sur le tableau 3, je veux juste revenir sur un autre tableau, la cohésion scolaire dans PISA. Donc, agrégation de 5 variables. A, le sentiment d'utilité de l'école. L'école m'a appris des choses qui pourront être utiles dans mon futur travail. L'école n'a pas fait grand-chose pour me préparer à la vie adulte. L'école a été une perte de temps. B, la confiance dans les professeurs. L'enseignant donne l'opportunité aux élèves d'exprimer librement leurs opinions. L'enseignant montre son intérêt dans l'apprentissage de chacun. L'enseignant aide les élèves dans leur apprentissage. L'enseignant continue d'expliquer jusqu'à ce que tout le monde ait compris. C'est le sentiment d'appartenance à l'école. À l'école, je me sens un étranger. À l'école, je me sens pas chez moi.
Dès l'intégration dans le groupe de pairs, à l'école je me fais facilement des amis, à l'école je me sens seul. E, cinquième variable, le goût pour le travail en groupe, j'aime bien aider les autres. C'est utile de mettre les idées de tout le monde ensemble quand on travaille sur un projet. Je travaille mieux avec les autres, je réussis mieux quand je travaille avec les autres, j'apprends mieux quand je travaille avec les autres. Alors, je vais maintenant revenir au tableau 3 sur les différentes dimensions de la cohésion scolaire par pays. Là, on a les scores représentant le pourcentage de jugement très positif donné par les élèves des différents pays. Donc, le pourcentage des jugements très positifs. Allemagne, par exemple, à l'Allemagne, confiance vis-à-vis des enseignants, 49%. Par contre, le sentiment d'intégration à l'institution, 85%. Confiance envers les pairs, 86%. Utilité de l'école, 77,81%. Esprit de groupe, 58,44%. Après, bon, par exemple, si on prend la Finlande, confiance vis-à-vis des enseignants, on a une confiance de 63,63%, 89% sentiment d'intégration à l'institution scolaire, 88,6% confiance envers ses pairs, 88,35% utilité de l'école, 64,94% esprit de groupe. Donc ici on voit que, par exemple, les élèves qui ont le plus un esprit de groupe, c'est les élèves en fait qui appartiennent au système éducatif portugais au Portugal. Voilà. Et les élèves qui ont plus de confiance à leurs enseignants, on voit ici le Portugal. Voilà. Les profils des pays sont très contrastés. Ainsi, la confiance vis-à-vis des enseignants apparaît très robuste dans des pays comme le Portugal ou l'Australie, et extrêmement ténue en Tchéquie ou en Allemagne. La confiance dans les pairs est un peu moins variable, avec néanmoins deux exceptions notables, le Japon et les États-Unis, où elle semble comparativement faible. Le plaisir de travailler en groupe, qui varie sensiblement d'un pays à l'autre, est très rarement revendiqué au Japon ou en Corée, alors qu'il est bien plus affirmé dans les pays anglo-saxons et de l'Europe méditerranéenne. Le sentiment d'intégration à l'école varie légèrement. Il est moins affirmé en France, en Belgique ou aux États-Unis qu'en Suède, au Royaume-Uni ou en Hongrie. Dans le cas de la France ou de la Belgique, on note le couplage entre un faible sentiment d'intégration à l'institution scolaire et de bonnes relations avec les pairs. Dans ces deux pays, la faible cohésion scolaire s'explique surtout par la faible intégration à l'école et la faible confiance dans les enseignants, tandis que l'intégration à la vie de groupe et aux amis de classe est bonne. Le style scolaire français a déjà été décrit de cette manière. Les élèves forment une communauté d'autant plus soudée qu'ils se défient des enseignants et de l'institution perçue comme un autre monde, et comme un monde qui divise les élèves définis comme une communauté délinquante. Enfin, l'utilité de l'école est diversement appréciée, plébiscitée en Finlande, au Portugal, en Australie, mais aussi en France, à l'inverse de ce que l'on observe dans les pays asiatiques, mais aussi en Pologne ou au Luxembourg. Il n'est donc pas aisé de déceler une cohérence entre toutes ces observations. Pour autant, et dès lors que ces différentes dimensions sont corrélées entre elles au niveau des pays,
il est possible de les agréger et de construire un indice global de cohésion scolaire dans lequel se mêlent le sentiment d'appartenance à l'école, les jugements positifs sur ce qu'elle apporte et sur la qualité des relations interpersonnelles avec les camarades et avec les enseignants. Ce faisant, on considère que chaque système scolaire possède un style éducatif, une manière de socialiser et de former les individus. Cohésion sociale scolaire forte et faible. Alors, sur cette base, dont la fiabilité et le niveau de précision ne sont pas parfaits, il est possible de distinguer de manière grossière deux ensembles de systèmes scolaires en fonction de leur degré de cohésion de part et d'autre d'une valeur de la médiane, soit 6,96, la cohésion sociale dans les différents pays. Bon, ces valeurs sont la moyenne des 5 indicateurs précédents, normalisés sur une échelle de 0 à 10. Il s'agit donc d'un classement. Un classement de 0 à 10. Alors, faible cohésion scolaire, Japon, Corée, Luxembourg, Belgique, Pologne, Allemagne, États-Unis, France, Tchéquie, Autriche, Suisse, Norvège, Hongrie. Forte cohésion, on trouve la Slovaquie, la Grèce, l'Italie, Pays-Bas, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au Portugal et le Royaume-Uni. À première vue, ces deux ensembles sont parfaitement composites. Pourtant, si l'on y regarde de près, on s'aperçoit que, à l'exception de la Slovaquie, qui est ARA, les pays peu cohésifs, tous les systèmes fortement cohésifs participent de trois grands modèles éducatifs. Le premier est le modèle anglo-saxon, avec le trio Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande, qui obtient des scores parmi les plus élevés dans toutes les variables composant l'indicateur global de cohésion scolaire, et ceci même quand on construit de manière un peu différente ces variables. On peut donc considérer comme fiable ce positionnement quant aux caractéristiques de l'expérience scolaire des élèves de ces pays. Vient ensuite le modèle scandinave. En fait, la Finlande et la Suède, suivies du Danemark, puis, dans une situation plus modérée, le modèle méditerranéen assez homogène, de la Grèce à l'Espagne. Seul le Portugal faisant exception, aucun pays de type républicain, français, germanique ou asiatique ne se trouve dans cet ensemble. A contrario, on voit que tous les pays de type républicain, germanique ou de manière encore plus nette asiatique, sont peu cohésifs, mais il y a là des cas déviants, la Norvège, mais dont le score n'est pas vraiment faible, et les États-Unis, dont le score est presque identique à celui de l'Allemagne et qui se distingue une nouvelle fois du Canada. Intégration scolaire versus cohésion scolaire. Il reste à savoir ce qui peut expliquer cette relative opposition entre. Il reste à savoir ce qui peut expliquer cette relative opposition entre des écoles plutôt cohésives et celles qui le sont moins. On pense immédiatement aux différences des grands styles éducatifs. Mais avant d'explorer cette piste, il faut tout d'abord croiser ces degrés inégaux de cohésion scolaire avec les différences observées dans les niveaux d'intégration scolaire que nous avons mis en évidence. La question est de savoir si la cohésion scolaire s'avère plus ou moins forte selon que les systèmes éducatifs sont plus ou moins intégrateurs, développés en termes de scolarisation et de dépensateurs d'acquis élevés, et selon qu'ils sont plus ou moins inégalitaires et laissent s'exprimer les inégalités sociales entre les élèves. Annexe 2, tableau 16. En distinguant les systèmes scolaires par la médiane du score de cohésion, 6,96, et en croisant
ces deux ensembles avec les 4 types d'intégration scolaire qui caractérisent les pays étudiés, nous obtenons le tableau suivant. Tableau 5, cohésion et intégration scolaire dans les pays étudiés. Alors, nous avons ici, d'un côté, l'intégration scolaire et l'autre, la cohésion scolaire. Faible cohésion, scolarisation forte, inégalité forte. Allemagne, Belgique et États-Unis. Scolarisation forte, inégalité faible. Scolarisation forte, inégalité moyenne. Scolarisation faible, inégalité moyenne. Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, scolarisation forte, inégalité forte, forte cohésion. Canada, Finlande, scolarisation forte, inégalité faible, scolarisation forte, inégalité moyenne. Slovaquie, Pays-Bas, Australie, Irlande, Danemark, ainsi de suite. Et la Grèce, Italie, Espagne et Portugal, la scolarisation est faible, inégalité moyenne et la cohésion est forte. Quel que soit le type d'intégration des systèmes scolaires, on y trouve toujours associés des systèmes faiblement cohésifs et des systèmes fortement cohésifs. La capacité d'intégration et les performances du système éducatif sont donc relativement indépendantes de leur culture et de leur climat. Les niveaux des acquis, les styles éducatifs ne s'articulent que de manière singulière dans chaque système scolaire. Par exemple, le Japon et la Finlande ont des performances élevées et de faibles inégalités, mais le Japon est très peu cohésif, alors que la Finlande est très cohésive. Pour se préciser cette impression de relative indépendance entre intégration, inégalité et cohésion scolaire, nous avons construit les graphiques suivants. Intégration, graphique 9, intégration et cohésion scolaire. Donc là, on voit par exemple, si on note de 0 à 10 l'intégration scolaire, ou après on note de 0 à 10 la cohésion scolaire. Donc là, par exemple, le Japon, ils ont une intégration scolaire forte. Le taux de scolarisation, le niveau des élèves est fort et tout, mais en même temps, la cohésion scolaire est faible. Par contre, le Portugal, ils ont une intégration scolaire faible, le taux de scolarisation faible, le niveau des élèves faible, mais ils ont une cohésion scolaire forte. La relation entre l'intégration et la cohésion scolaire n'est pas significative. À degré d'intégration scolaire identique, les niveaux de cohésion scolaire sont très inégaux. La cohésion scolaire, telle que nous l'avons mesurée, est forte dans les pays au niveau d'intégration élevé, dont le niveau de acquis à 15 ans en particulier est élevé, comme certains pays anglo-saxons ou l'Europe du Nord, mais elle est aussi, certes, un peu moins dans des pays où l'intégration scolaire est moins prononcée, comme des pays de l'Europe du Sud et où les acquis sont plus médiocres. Réciproquement, la cohésion scolaire est faible dans des pays où le niveau global de la scolarisation et des acquis peut être soit élevé, comme au Japon, ou bien plus faible, comme au Luxembourg. Le croisement entre les inégalités scolaires et la cohésion scolaire n'est pas, de prime abord, plus concluant. Sur l'ensemble, le croisement entre les inégalités scolaires et les cohésions n'est pas, de prime abord, plus concluant. Pas pareil. Sur l'ensemble des pays de l'échantillon, aucune corrélation significative ne se dégage. Le graphique 10 met en évidence la position très atypique du Japon et de la Corée. Donc la Corée et le Japon, ils ont des inégalités scolaires faibles et de la cohésion sociale scolaire faible. Des inégalités scolaires faibles et en même temps, voilà, à la fois très peu cohésif et très peu inégalitaire. Si on exclut ces deux pays de l'échantillon, la corrélation négative devient significative.
La cohésion scolaire est donc d'autant plus faible que le niveau des inégalités éducatives est élevé. Les pays peuvent néanmoins manifester des niveaux très inégaux de cohésion associés à des niveaux des inégalités comparables. L'écart entre le Royaume-Uni et les États-Unis est à cet égard remarquable. Leur score d'inégalité scolaire est du même ordre, alors que le score de cohésion scolaire anglais est quasiment le double du score américain. Pour essayer d'y voir plus clair sur la nature des liens entre les inégalités scolaires et la cohésion, nous pouvons décomposer l'indicateur de cohésion en isolant les items qui ont permis de le construire. Il apparaît alors que plus les inégalités scolaires sont élevées, plus l'attachement à l'établissement est, dans une moindre mesure, plus la confiance envers les enseignants sont faibles. En revanche, les inégalités scolaires ne sont pas corrélées avec les relations amicales entre élèves, ni avec le plaisir de travailler en groupe, et avec les jugements sur l'utilité de l'école. Les inégalités n'affectent guère les relations avec les camarades, mais elles affaiblissent la confiance dans les maîtres et les établissements. Autant il a pu sembler relativement aisé de définir les types de sociétés en croisant leur niveau d'intégration de cohésion sociale générale, autant l'exercice semble bien plus hasardeux pour ce qui est des systèmes scolaires. Ici, la règle est la disjonction des deux dimensions qui constituent deux productions distinctes de l'école. Cette observation est d'une certaine importance pour couper court aux querelles opposant ceux qui pensent que le niveau de performance des élèves et l'égalité scolaire sont antagoniques avec un climat scolaire détenu et centré sur les élèves, à ceux qui croient au contraire qu'un bon climat scolaire est nécessairement favorable à l'égalité et aux performances. En fait, les deux dimensions sont indépendantes et la querelle opposant les républicains aux pédagogues est de ce point de vue vide de contenu. Comment expliquer ces différences? Il faut tenter de comprendre cette cartographie des écoles en recherchant dans un premier temps si certaines caractéristiques objectives des systèmes éducatifs entraînent des différences systématiques. Le financement de l'éducation. On s'attendrait à ce que l'effort public en matière d'éducation, appréhendé par la part de la richesse nationale qui lui est allouée, alors soit corrélé avec les résultats du système éducatif. Effectivement, on observe une corrélation entre la part de la richesse nationale consacrée à l'éducation et les performances des élèves. Plus de 0,416. Tendanciellement, plus les pays consacrent une part élevée de leurs ressources à l'éducation, plus le taux de scolarisation est élevé et plus le niveau des élèves est bon, même si cette tendance générale n'empêche pas une certaine dispersion. Pour un effort budgétaire équivalent, la France a de moins bons résultats que la Finlande et surtout de moins bons résultats que le Japon, qui consacre près de 2 points de moins de PIB à l'éducation, sachant que dans ce pays, le financement privé de l'éducation est plus important. Toutefois, si nous n'examinons plus l'effort budgétaire mais les dépenses effectives par élève, on observe alors une absence de corrélation, que ce soit avec le taux d'accès au-delà du secondaire supérieur ou avec les résultats. Ce constat rejoint les travaux montrant déjà que les relations entre le niveau de richesse des pays et leur investissement dans l'éducation avec les performances de leurs élèves ne sont pas systématiques. Marie Duro-Bella, Nathalie Mont, Bruno Sochaux, Organisation scolaire et inégalité sociale de performance, les enseignements de l'enquête PISA. Non seulement à un niveau de richesse comparable, les pays ont des élèves aux performances très inégales, mais les inégalités entre les élèves n'entretiennent quant à elles aucune corrélation avec la richesse du pays, avec les ressources allouées au système. Concernant les inégalités scolaires, nos données confirment ce dernier point. Il ne semble pas y avoir de corrélation nette entre la part de richesse nationale consacrée à l'éducation
et les inégalités scolaires. En moyenne, les pays les plus inégalitaires ne dépensent pas moins d'argent dans l'éducation que les pays les plus égalitaires. Le Canada, peu inégalitaire, consacre environ 4,5% de son PIB à l'éducation, soit moins que les États-Unis, 5,5%. Pourtant, plus inégalitaire. La Finlande, très égalitaire, consacre environ 6% de son PIB à l'éducation, comme la France, bien plus inégalitaire. Quant au Japon, où le financement privé est important, il est parmi les pays qui donnent le moins d'argent public à l'éducation. La part des dépenses privées dans les dépenses totales d'éducation n'explique pas non plus la formation des inégalités scolaires. Cette part est élevée en Corée, égalitaire, comme aux États-Unis, inégalitaire, et elle est plus faible au Canada, égalitaire, qu'en Allemagne, très inégalitaire. Cette absence de corrélation vaut également si l'on considère les dépenses effectives par élève plutôt que le pourcentage du PIB alloué à l'éducation. On observe enfin que l'absence d'impact des ressources financières allouées vaut aussi en ce qui concerne le niveau de la cohésion. Bien sûr, ces résultats ne sont valables que pour notre échantillon de pays proches relativement riches. Constatez que les ressources financières dévolues à l'éducation n'ont guère d'effet traduit un effet de seuil. Au-delà d'un certain niveau, ces ressources ne font plus les différences. En revanche, si l'on travaillait sur un échantillon mêlant pays riches et pays pauvres, il ne fait aucun doute que les ressources financières affecteraient fortement les acquis des élèves et les inégalités. Pour une synthèse sur ces questions, voir Jean-Jacques Paul, Économie de l'éducation, l'organisation de l'école. L'organisation de l'école. L'organisation de l'école. Le faible impact des ressources allouées à l'éducation. L'organisation de l'école. Le faible impact des ressources allouées à l'éducation. L'organisation de l'école. Le faible impact des ressources allouées à l'éducation. Le faible impact des ressources allouées à l'éducation, tant sur l'intégration que de manière encore plus nette sur la cohésion scolaire, invite à explorer la manière dont les systèmes scolaires s'y prennent. L'organisation s'organise, travaille, bref, entre dans le cercle vertueux, bref, de l'association de l'efficacité et de l'égalité. À l'école, comme dans les sociétés, le taux de dépenses publiques et de moyens consacrés à des fonctions collectives est peut-être moins important que la manière dont ces moyens sont utilisés. La manière dont ces moyens sont utilisés. Il existe aujourd'hui une littérature mettant en regard ce que produisent les systèmes éducatifs et un certain nombre de leurs caractéristiques. Voir notamment Marie Duro-Bella, Nathalie Mont, Bruno Sochaux, Organisation scolaire et inégalité sociale de performance, les enseignements de l'enquête PISA. Nathalie Mont, les nouvelles politiques éducatives, 2007. On dit Green, le modèle de l'école unique, l'égalité et la chouette de Minerve, revue française de pédagogie. Laura Perry, Using PISA to Examine Educational Inequality. On s'attend tout d'abord à ce que la longueur du tronc commun, la scolarité commune avant la première orientation, soit favorable à l'égalité scolaire, puisque toute une classe d'âge est soumise assez longuement à la même formation. De fait, plus le tronc commun unifié est lent, plus les inégalités scolaires sont faibles. La corrélation est moins de 0,540 est très significative. Là, par exemple, graphique 11, la longueur du tronc commun et inégalité scolaire.
on a noté de 0 à 10 la longueur du tronc, de tronc commun et de 0 à 10 les inégalités scolaires. Donc par exemple, au Canada, la longueur du tronc commun alors influence les inégalités scolaires qui sont faibles avec une longueur du tronc commun forte. Par contre, Allemagne, même si la longueur du tronc commun est faible, ils ont des inégalités scolaires. En fait, la longueur du tronc commun faible et les inégalités scolaires fortes. Voilà. Là où le tronc commun est court, les inégalités scolaires sont généralement plus marquées que là où la scolarisation commune est plus longue. Et comme on sait que le niveau scolaire est aussi plus élevé dans les pays les plus égalitaires, le fait de garder ensemble et longtemps toute une classe d'âge est doublement positif. Aucun des pays ayant des filières différentes et hiérarchisées à l'âge de 14 ans, au plus tôt, n'appartient au groupe des systèmes scolaires les plus égalitaires. Avec des troncs communs de même longueur, la Finlande et la France, ou bien encore la Nouvelle-Zélande et le Canada, ont des inégalités scolaires sensiblement différentes. Le tronc commun lent est donc une condition nécessaire à l'égalité scolaire, mais ce n'est pas une condition suffisante, puisqu'une fois atteint un certain seuil, il semble ne plus suffire à réduire les inégalités. De la même manière, la longueur du tronc commun ne semble pas affecter la cohésion scolaire. La longueur du tronc commun ne permettant pas à elle seule de caractériser les systèmes scolaires. Donc la longueur du tronc commun ne permettant pas à elle seule de caractériser le système scolaire, il faut tenir compte du mode d'organisation pédagogique de l'école moyenne, soit le niveau du collège en France. En la matière, on peut s'en tenir à la typologie de Nathalie-Mont, construire Nathalie-Mont les nouvelles politiques éducatives 2007, construite essentiellement, la typologie de la Nathalie-Mont construite essentiellement sur l'organisation de ce niveau d'enseignement. Cette typologie se fonde sur diverses facettes de l'organisation des systèmes scolaires de second degré, tels que la longueur du tronc commun, le taux de redoublement, le regroupement des élèves par niveau, le taux d'abandon des études sans diplôme et la fréquence du recours à l'enseignement individualisé par les élèves les plus faibles. Le principal clivage oppose les pays où prévaut le système dit de séparation, avec une diversification, sélection précoce en filière qui caractérise un modèle germanique regroupant, outre l'Allemagne, des pays comme la Belgique, la Tchéquie et l'Autriche, à tous les pays majoritaires qui ont adopté un cycle commun pour le secondaire inférieur, comme le collège en France. Dans tous les cas, les pays qui ont choisi la sélection précoce des élèves ont tous des taux de scolarisation commune faibles associés à des inégalités élevées, comme en Allemagne, en Belgique ou en Hongrie, ou à des inégalités modérées aux Pays-Bas, en Suisse et en Tchéquie. L'ensemble des pays qui proposent une scolarisation commune plus longue optent cependant pour des modalités différentes de traitement des difficultés des élèves. Au sein de cet ensemble, Nathalie-Mont distingue ainsi trois formules d'organisation de cycles communs. La première formule, un modèle, dit de l'intégration individualisée où des modes de soutien individualisés existent, et pas seulement pour les élèves faibles, tout recours ou de redoublement et toute organisation par classe de niveau étant impossible. Les pays de l'Europe du Nord relèvent tous de ce type. Un deuxième modèle, le modèle dit de l'intégration à la carte, où à nouveau existe un tronc commun, relativement commun, précise Nathalie-Mont, mais avec possibilité de groupe de niveau et une gestion de difficultés moins individualisée. On trouve dans ce groupe
l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni. Enfin, le modèle dit de l'intégration uniforme gère les difficultés des élèves face à un tronc commun long par des solutions telles que le redoublement, parfois des classes de niveau, voire par des sorties du système sans qualification. Ici se regroupent des pays comme l'Italie, la France ou le Portugal. Les pays qui ont choisi l'intégration individualisée présentent tous un niveau de scolarisation élevé, mais aussi des inégalités faibles, comme en Finlande et au Japon, ou modérées, comme au Danemark. Les pays dotés d'un modèle d'intégration à la carte ont tous un niveau élevé de scolarisation associé à des inégalités variables. Elles sont fortes aux États-Unis et au Royaume-Uni, faibles au Canada. Les pays qui ont opté pour l'intégration homogène sont plus souvent caractérisés par un niveau faible de scolarisation associé à des inégalités élevées et à des inégalités moyennes au Portugal ou faibles en Italie. Il serait bien sûr hasardeux de s'abandonner au pire travers du benchmarking en affirmant la supériorité de tel ou tel modèle afin d'inviter tous les pays à s'aligner sur le cas le plus vertueux, mais sans prendre trop de risques. On peut souligner le fait que le modèle de l'intégration individualisée semble être le plus efficace et le plus équitable, alors que le modèle de la séparation s'avère plus inégalitaire sans être pour autant plus performant, en dégageant précocement le bon grain de livret, alors que l'on sait que les inégalités sociales scolaires entre enfants sont très précoces. Ils figent et creusent les écarts. Il n'y a pas de relation systématique et significative entre les quatre types esquissés plus haut et le degré de cohésion des divers systèmes scolaires. Tableau 6. Donc, tableau 6, cohésion scolaire, type d'organisation scolaire. Donc, type d'organisation scolaire, nous avons par exemple intégration individualisée, effectif 7, moyenne. Alors, cohésion, minimum 1,29%, maximum 8,15%. Certains pays relevant du modèle de l'intégration individualisée se distinguent par un niveau élevé de cohésion, les pays de l'Europe du Nord, à l'exception de la Norvège, au niveau de cohésion plus modéré, mais il y a aussi dans ce groupe des pays dont la cohésion scolaire est très faible, tels que les pays asiatiques. La valeur moyenne de l'indicateur de cohésion scolaire n'est pas sensiblement différente dans les pays relevant du modèle de la séparation, car à côté des pays germaniques, au niveau de cohésion scolaire médiocre, il faut compter avec des pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas au niveau de cohésion scolaire élevé. De même, dans les deux autres modèles, une certaine dispersion est la règle. La cohésion est plutôt élevée dans le groupe d'intégration à la carte. C'est même le groupe dont le niveau moyen de cohésion scolaire est le plus élevé. Mais les États-Unis font exception. La cohésion scolaire est également assez élevée dans le groupe des pays pratiquant l'intégration homogène, mais ici la France échappe à la règle et tire ce groupe vers le bas. Les relations semblent donc moins systématiques entre les modes d'organisation des systèmes éducatifs et la cohésion scolaire qu'elles ne le sont entre ces types d'organisation et les inégalités et les performances scolaires. Ce constat est important, mais il n'est pas autant très étonnant puisque nous l'avons souligné, il n'y a pas de relation systématique entre l'intégration et cohésion scolaire. Le style éducatif susceptible de produire une cohésion scolaire ne semble pas découler directement des formes d'organisation de l'école. Il relève d'abord des traditions éducatives nationales, des conceptions du métier d'enseignant, de la manière de travailler, de faire la classe. Ségrégation scolaire.
ségrégation scolaire, inégalité et cohésion. Ségrégation scolaire, inégalité et cohésion. L'intégration des systèmes scolaires, leurs performances et leurs inégalités ainsi que leur cohésion peuvent dépendre du niveau de ségrégation sociale et scolaire des établissements. La manière dont on regroupe les élèves est susceptible de jouer un rôle décisif dans leurs acquisitions, dans la formation des inégalités ainsi que dans leurs attitudes. Mettre ensemble les meilleurs et mettre ensemble les plus faibles peut accroître les écarts et faire baisser le niveau moyen, car dans ce cas, les plus faibles progressent particulièrement mal. Nous avons repris ici deux variables synthétiques construites par Demeuse et Bay sur un sous-ensemble malheureusement réduit de nos pays. L'une mesure de la ségrégation des publics scolaires à 15 ans sous de multiples angles scolaires, sociaux, selon l'origine linguistique et le lieu de naissance des parents. L'autre mesure le caractère ségrégatif des structures scolaires elles-mêmes. Cette dernière variable est construite en agrégeant les modes de regroupement des élèves. La mixité scolaire et sociale des établissements, la part des ressources privées, le choix de l'école laissé à l'initiative des parents, le taux de redoublement. Ces deux variables globales sont évidemment corrélées, mais la relation n'est pas aussi forte qu'on aurait pu l'imaginer. Sans surprise, certains pays, notamment ceux de l'Europe du Nord, présentent à la fois des scores faibles de ségrégation des publics et des structures peu ségrégatives. A l'inverse, s'observe dans les pays comme l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, où les publics sont séparés et où les structures sont ségrégatives. Mais il existe aussi des cas moins tranchés. Par exemple, l'Italie est à moins degré. La Grèce met en place des structures peu ségrégatives, tout en ayant un niveau de ségrégation des publics assez élevé entre les établissements. Le tableau 7 donne la valeur des indices de ségrégation en fonction des caractéristiques des systèmes éducatifs, intégration et inégalité scolaire. Tableau 7, ségrégation, intégration et inégalité scolaire. La ségrégation sociale et scolaire entre les établissements est toujours associée à de fortes inégalités scolaires. Donc la ségrégation sociale et scolaire entre les établissements est toujours associée à de fortes inégalités, comme le montre le tableau ci-dessus et les tests statistiques correspondants. Il existe une corrélation significative entre l'ampleur des inégalités scolaires et le degré de ségrégation entre les établissements, et de manière encore plus marquée avec le caractère ségrégatif des structures scolaires. De ce point de vue, l'enjeu de la mixité des établissements n'est donc pas une chimère. De ce point de vue, l'enjeu de la mixité des établissements n'est donc pas une chimère, et c'est donc plus vrai en ce qui concerne les structures et les pratiques scolaires ségrégatives, très fortement associées à l'ampleur des inégalités. Cependant, la ségrégation des structures et des publics scolaires n'est pas corrélée avec la cohésion scolaire. Même si les élèves progressent très inégalement selon le niveau de ségrégation des établissements et des classes qu'ils fréquentent, ce qu'ils ressentent quotidien en est indépendant de ce qui se passe hors des murs de leur école. On ne se sent pas plus ou moins intégré, plus ou moins soutenu par ses professeurs et plus ou moins seul, selon que l'école fréquentée est socialement typée ou au contraire plus hétérogène. En particulier, un contexte de mixité sociale ne semble pas engendrer, au niveau agrégé où nous nous situons, une expérience scolaire plus positive. Cette conclusion est un peu pessimiste puisque nous aurions aimé que l'école la plus juste soit aussi perçue par les élèves comme la plus accueillante et la plus confiante. Or,
Si l'équité et la cohésion ne s'opposent pas, elles ne vont pas nécessairement de pair. Ceci nous rappelle que les individus ne vivent pas dans le monde global des sociologues qu'ils perçoivent plus les inégalités proches que les grandes inégalités révélées par les statistiques nationales. De plus, un monde ségrégué est parfois plus homogène et facile à vivre qu'un monde de mixité sociale, ce qui n'empêche pas de dénoncer la ségrégation. L'intégral degré de ségrégation des élèves apparaît donc comme un paramètre. L'intégral degré de ségrégation des élèves apparaît donc comme un paramètre important de différenciation des systèmes éducatifs. L'intégral degré de ségrégation de différenciation des systèmes éducatifs, mais surtout pour ce qui concerne les acquis scolaires. Ce résultat reste néanmoins discuté à propos des performances en sciences. Monsor et Caraï montrent que la ségrégation des publics est corrélée à des performances moyennes plus faibles et à une dispersion des résultats plus importante. Nos données ne confortent que ce qu'on constate, puisque nous n'observons aucune corrélation entre la variable agrégée mesurant l'intégration du système scolaire et les variables de ségrégation. Par exemple, la Suisse, le Royaume-Uni et surtout les Pays-Bas combinent des performances aux évaluations PISA situées dans le haut du classement avec des indices de ségrégation élevés. Inversement, certains pays à faible ségrégation enregistrent des performances moyennes au score de PISA. Norvège, Suède, voire très faibles comme en Pologne. Il semble donc que l'on retrouve au niveau, des pays, le type de résultat mis en évidence au niveau des classes, à savoir que les classes de niveau donc ségrégées accentuent les écarts entre les élèves. Ceci pourrait déboucher, mais c'est moins systématique, sur des performances moyennes plus faibles, dès lors que les élèves faibles regroupés entre eux, ils perdent bien plus que les plus forts, ni gagnent par rapport à une situation d'hétérogénéité. Toujours est-il que la ségrégation des publics entre les établissements et entre les classes serait le paramètre le plus nettement associé à la formation des inégalités scolaires entre élèves. Cette relation entre la ségrégation des publics et l'ampleur des inégalités entre les élèves est également dégagée par de nombreux travaux, parfois sur la base de variables différentes. C'est ainsi qu'après avoir introduit un certain nombre de caractéristiques structurales, les systèmes éducatifs tels que leur degré de standardisation, la part du privé et ce qu'il appelle la stratification, c'est-à-dire la hiérarchie entre filières organisée par une sélection précoce, Pfeffer conclut que seul ce dernier paramètre est associé à son indicateur de mobilité éducative. L'éducation se transmet plus systématiquement des parents aux enfants quand une sélection précoce fait diverger les itinéraires des élèves. De manière convergente, au terme de son analyse comparative d'un grand nombre de systèmes scolaires, Nathalie Mon conclut que les systèmes où la sélection est précoce sont ceux où le poids des inégalités sociales sur les inégalités scolaires est le plus marqué. Elle montre aussi, tout en soulignant les associations qui semblent néanmoins moins systématiques, qu'il existe un lien entre de fortes inégalités scolaires et le règne de libre choix des écoles, ou encore avec un secteur privé fort. À l'opposé, du côté des systèmes les moins inégalitaires, se trouvent les pays où le choix de l'école est régulé. Où la décentralisation est encadrée et où la part du privé est faible en la matière. Green insiste sur l'impact de la décentralisation des pouvoirs au niveau régional qui entraînerait des inégalités dans la qualité de l'offre scolaire. Qu'il s'agisse du choix de l'école ou de l'importance du secteur privé, ces caractéristiques des systèmes affectent
de manière indirecte l'ampleur des inégalités entre les élèves en accentuant la ségrégation des établissements. En appliquant au système scolaire les mêmes cadres d'analyse et les mêmes outils que ceux que nous avons utilisés pour caractériser les sociétés, nous avons mis en évidence 4 grandes figures de l'intégration scolaire. Les divers systèmes scolarisent beaucoup ou relativement peu, et dans ces 2 cas, ils laissent se creuser plus ou moins nettement les inégalités scolaires. Ce premier constat n'est pas anodin car il montre que si la scolarisation de masse, définie comme une longue scolarisation commune, accroît toujours le niveau moyen des élèves, elle n'est pas forcément un facteur d'égalité des résultats. Plus simplement, il ne suffit pas de scolariser davantage pour égaliser les chances éducatives. Et dès lors que les acquis sont toujours associés à l'origine sociale des élèves, la scolarisation commune intègre les élèves sans créer pour autant de justice sociale. En fait, tout dépend de la manière dont l'école accueille les élèves sans que ceci découle directement des moyens que les sociétés consacrent à l'éducation. Le second constat auquel aboutit notre comparaison porte sur les liens entre l'intégration sociale d'une part et la cohésion scolaire d'autre part. La seule chose que l'on puisse dire avec netteté, c'est que les systèmes scolaires les plus inégalitaires ne sont jamais très cohésifs. Alors que le contraire n'est pas vrai. Des pays très égalitaires comme la Pologne se montrent très peu cohésifs, sans compter des pays très typés, très égalitaires et très peu cohésifs comme le Japon et la Corée, moins directement comparables aux autres pays dans notre échantillon. Certes, en moyenne, les inégalités scolaires affaiblissent la confiance dans l'institution et le sentiment d'appartenance à l'école, mais elles peuvent coexister avec un bon niveau de confiance dans les camarades de classe et les caractéristiques des systèmes éducatifs qui affectent le plus les inégalités scolaires, telles que la précocité de la sélection ou le niveau de la ségrégation, sont sans effet significatif sur la cohésion scolaire. Dans notre échantillon de pays, des systèmes par ailleurs plus ou moins ouverts, plus ou moins inégalitaires, se montrent plus ou moins cohésifs. Il semble que les pays scandinaves, les pays anglo-saxons, à l'exception des États-Unis, ainsi que les pays du sud de l'Europe, portent des traditions de cohésion scolaire. Dans le même temps, les pays républicains comme la France et les pays germaniques se montrent moins cohésifs sur le plan scolaire. Quant aux pays asiatiques, ils apparaissent toujours faiblement cohésifs, mais on doit se demander si cette singularité ne tient pas à la nature des indicateurs de cohésion retenus. Dans tous les cas, la fabrication de la cohésion scolaire apparaît comme une alchimie procédant des traditions et des cultures de chaque pays. Voilà, je viens de finir le chapitre 3. Donc, chapitre 4, je vais le lire dans le prochain épisode sur les sociétés et leur école. Voilà.